Bienvenue les Lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que vous les Lutétiens vous pensez tout bas. Première vidéo après la première journée de notre cher et aimé championnat, et il s'est passé énormément de choses, trop de choses pour mon petit cœur. Faut qu'on voit ça très vite en détail, parce qu'il y a énormément de choses à dire et il y a eu énormément d'événements qui se sont passés. Parlons peut-être en premier lieu des nouvelles news, des news toutes fraîches de notre jeu préféré, parce que vous savez qu'avec la rentrée, énormément de nouveautés sont apparues. Non seulement à la Lutèce, mais au niveau du Blood Bowl en général. Alors la première news, vous le savez très bien, c'est l'apparition du roster vampire au Blood Bowl. Alors les premières infos sont tombées très vite, alors je fais rapidement pour ceux qui ne savent pas. Donc on a le nouveau roster avec les positionnels, le vampire lanceur, le vampire blitzer, évidemment le vampire coureur, la Lamian, les Thralls, bon ça on les connaissait, et puis surtout l'apparition d'un big guy, le Vargeist ou la Strige comme vous préférez, chez les vampires. Nouveau roster, a priori ça va changer la donne, et a priori ça va être un roster assez fort. Et je pense que la saison prochaine, ça va être la saison des dents pointues, parce que au vu de l'appétence des Lutétiens pour les vampires, à mon avis, il va y avoir pas mal d'équipes vampires l'année prochaine. Donc attendez-vous à ce que ça morde un petit peu. Par contre, on a vu aussi l'apparition du nouveau trait Bloodlust, donc la soif de sang V2 pour les vampires. Il y a du pour et du contre. Parce que déjà, ça change de la soif de sang telle qu'elle était jusqu'à présent. C'était sauvagerie animale, d'ailleurs, il me semble, qu'ils avaient appliqué dans les nouvelles règles pour les vampires. Là, ils reprennent une règle maison qui est une règle très ancienne. En fait, ils reprennent ce qu'il y avait auparavant dans le roster vampire, à savoir que la soif de sang ne va marcher que sur les Thralls, que en fin de mouvement de chaque vampire, et que si jamais il ne morde pas un Thrall, que celui-ci soit au sol ou debout, peu importe, il y a directement turnover pour l'équipe vampire, étant précisé qu'il n'y a plus l'armure à lancer, c'est tout de suite le jet de blessure. Donc à mon avis, il va falloir investir dans les Thralls, parce qu'il risque de partir très vite. Autre chose à savoir, c'est que pour l'instant, on ne sait pas comment ça va comboter ce nouveau trait avec certaines autres règles. Par exemple, essayez de réfléchir là-dessus, comment le trait soif de sang va marcher avec la répulsion chez les Nurgle, par exemple. Hein, je vous laisse une heure pour méditer là-dessus. Répulsion d'abord, est-ce qu'il y a turnover, est-ce qu'il n'y a pas turnover, si jamais le vampire fait un 1 en essayant de bloquer ou de blitzer et de blitzer le guerrier Nurgle, par exemple. Pour l'instant, on ne sait pas. À mon avis, la petite FAQ du mois de novembre devrait nous permettre d'éclairer tout ça. Alors, bon, j'en fais pas des caisses sur les vampires, on aura l'occasion évidemment de parler plus en détail de ce roster lorsque on pourra le jouer l'année prochaine. Une autre news à savoir, les gars, surtout pour les nouveaux, SSB, notre champion de l'année dernière, et puis notre forumeur et maître des règles et maître du fluff Blood Ballistic de la Lutèce, nous a fait un petit compendium de toutes les règles du bouquin de règles de Blood Bowl, mais faqué. Il en avait marre d'avoir la version non à jour des règles, et vous avez grâce à son travail d'acharné, de fou furieux, on va dire, pendant l'été, vous avez toutes les pages où il y avait des erreurs même de frappe. Hein. C'est un malade, c'est quand même un gros malade. Même les erreurs de frappe, il a refait toutes les pages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous les imprimer avec les règles mises à jour et surtout corrigées.
toutes les erreurs du bouquin de base sont corrigées par SSB. Donc, vous pouvez télécharger ça librement, effectivement. C'est un travail, encore une fois, de fou furieux qu'a fait SSB. Merci à lui. Il fallait le souligner quand même. Donc, vous n'avez plus d'excuses maintenant pour dire je ne connaissais pas la règle ou que celle-ci était buggée, puisque grâce à SSB, on a toutes les règles à jour, faquées comme il faut. Autre chose, grâce à Magus Dulac et à sa maîtrise innée, naturelle de l'anglais, on a eu des petites news sur les spoils du Blood Bowl sur les années à venir. On sait maintenant, grâce à des petits oisillons, ou surtout grâce à un mec apparemment qui a bossé chez Games Workshop et qui bossait sur le Blood Bowl chez Games Workshop, qui a balancé quelques news, on sait que normalement la prochaine équipe, ça devrait être les Nains du Chaos, que derrière, ça devrait être un tout autre roster, probablement un des deux rosters KO qui manquent. On a Korn, on a Nurgle, il manque Zinch et il manque surtout Slaanesh. Vous connaissez ma passion pour Slaanesh. Hein. Donc, peut-être Slaanesh, peut-être Zinch, on ne sait pas. Derrière, à la sortie de Old World, du jeu Old World de Games, on devrait avoir Khemri et ou Oelf. Étant précisé qu'à priori, Games aurait voulu aurait eu l'idée de modifier les Oelf vous savez, les adapter aux espèces d'elfes des mers là, qu'il y a chez Age of Sigmar. J'espère qu'ils le feront pas, honnêtement, j'espère qu'ils le feront pas parce que c'est dégueulasse. J'espère qu'on gardera nos Oelf tels qu'ils existaient auparavant. A priori, si ça combotte avec la sortie de Old World, sachant que dans la boîte de base de Old World, on devrait avoir justement Khemri et Oelf à l'ancienne, c'est probablement comme ça que sortiront les Oelf Blood Bowl. On l'a échappé belle, honnêtement, on l'a échappé belle. Et du coup, c'est ceux-là qui devraient apparaître. Étant précisé que si on va dans le leaks, moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que, a priori, on n'aura pas les Slann. A priori, on n'aura pas une team Slann, en tout cas. Les règles vont certainement rester, mais on n'aura pas une team Slann en tant que telle. Et ça, moi, ça m'attriste, parce que feront nos Tortues Ninja sans une équipe Slann? Et ils auraient pensé à la faire rebrand, c'est-à-dire la faire modifier pour en faire une team type Kislev Circus. A priori, c'est pas ça qui est dans les tuyaux non plus. Peut-être tant mieux à la limite. Voilà un peu, grosso modo, les news qu'a glané Magus grâce à ce petit spoil d'un ancien salarié de Games. Bon, voilà les news, j'en fais pas plus. Si vous voulez, tout est retrouvable évidemment sur notre site. Passons peut-être tout de suite à la J1, ce qui s'est passé en J1. Il s'est passé énormément de choses. Alors, première chose à dire, la saison a à peine commencé, les matchs n'ont pas encore débuté et on perdait un joueur, à savoir Syrax. Syrax qui est parti sous d'autres cieux pour des raisons professionnelles. Donc Syrax, à très bientôt, j'espère, on se reverra certainement. Une saison à la Lutèce est reparti. Oui, pour des raisons professionnelles, donc forcément on le comprend. Et il a été remplacé au pied levé par le petit nouveau Lepeg, à qui on souhaite la bienvenue. D'ailleurs, il a été très bien accueilli, parce qu'il a été accueilli sur son premier match par personne d'autre que Zaiko. Directement, il rentre dans le dur avec Zaiko, équipe de France, probablement futur sélectionneur de l'équipe de France. On croise les doigts pour Zaiko, que ce soit lui qui soit pris. Et il s'est bien défendu, le PEG, il perd que 1-0. Mais bon, on sait très bien que Khemri, en début de saison, c'est compliqué, donc ça aurait pu être plus grave. Dans tous les cas, il évite des blessures graves de partout. Ouais, je crois que même qu'il fait un petit peu mal à un squelette de Zaiko. Donc très bonne entrée en matière par le PEG. Bienvenue le PEG et puis bonne chance pour la suite de tes aventures à la Lutèce. Grosso modo, c'était une très belle journée. Pas en termes de stats, on le verra plus tard. Très belle journée, très belle entrée en matière. On a eu de beaux matchs. Pas que, mais on a eu de très beaux matchs. Par exemple, j'en ai sélectionné un
qui ne paye pas de mine comme ça entre PJ et Imperator Day. On verra que pour les humains, ça a été dur, mais ils se sont quand même bien défendus. On voit que, regardez, là, on a pas mal de sorties, des passes, du joueur blessé, du match d'arrêt, sympathique, ça combattait dans tous les sens, ça se bagarrait. Ça a dû être un match bien sympa, trois sorties contre deux, non, même une sortie publique par Imperator Day, des fautes commises, une agression commise par PJ. Non, voilà, des petits matchs comme ça sympathiques qui devaient être très plaisants à regarder. Bon, après, il y avait des matchs comme ça aussi. Hein. Des matchs hyper fermés. Kosciusz, tu as pris mort-vivant pour faire ça? Honnêtement, t'as pris mort-vivant pour nous sortir des matchs comme ça? Non, t'aurais dû rester en noblesse impériale à ce moment-là. Zéro sortie sur Duo Elf, honnêtement. Avec tes deux momies, tes revenants, zéro sortie. T'as voulu protéger tes ghouls, et puis c'est tout. Vous êtes regardé en chien de faïence et vous n'avez rien fait, quoi. Et puis de l'autre côté, Nico, tu fais quoi en elf? Une passe en elf sur le début de saison? Elle est où la tactique pour faire pexer le lanceur? Non, mais sincèrement, non, franchement, cachez-vous. Cachez-vous parce que, à côté de ça, bah voilà, les matchs qu'on a eus, les matchs qui font la joie et le bonheur et la renommée de la Lutes Cup. Voilà, Yeti, il n'aurait pas dû se blesser parce qu'il a dû se faire mercénariser son match par Magus. D'ailleurs, Yeti, on te souhaite un prompt rétablissement. J'ai appris que tu t'étais brisé le pied. Donc, j'espère que ça cicatrise et que ça soigne bien. Mais voilà, t'aurais pas dû te faire remplacer par Magus parce que ça s'est pas bien passé pour ton équipe. Alors j'ai appris en plus que sur ce match-là, c'était Dra, notre Dra national qui lançait les dés. Bah, il les a bien lancés. Hein. Là, pour le coup, que ce soit d'un côté ou de l'autre, 2 agressions, 2 fautes commises pour les bas-fonds avec une Amazon Force 4 qui va rater le prochain match. Et de l'autre côté, bah, la dégringolade pour les bas-fonds. Le Raogre, le Blitzer en match d'arrêt, franchement, la J2 s'annonce marrante. Bon, bref, vous avez vu, il y avait plein de matchs sympas, mais il y avait surtout, il y a eu ça. Il y a eu ça. Poire abricot contre Bosque, premier match de la saison, et ils ont clairement annoncé la couleur. Surtout Poire abricot, 8 sorties sur du mort vivant. Bosque, je pense qu'il s'en est toujours parmi. D'ailleurs, je sens une petite pointe d'amertume dans les propos de Bosque en disant que lui aussi il aurait aimé jouer le Bachelor, mais à mon avis là, avec ce que déjà réalisé Poire abricot sur le début de saison, ça va être compliqué. 8 sorties sur les morts vivants avec ses ogres. Bon, il a perdu, on l'a annoncé, mais bon, il s'est fait plaisir. Ça a dû être marrant à voir aussi ce premier match de la saison. Et surtout, le plus drôle. Vous savez, parfois le hasard, je le dis souvent, le hasard est bien fait, et parfois Nuffle, on se dit il existe vraiment, et il se marre bien, le gars. Poire abricot, donc, il a pris les ogres, hein, et il a fait gaffe à pas avoir une équipe avec une grosse team value. Regardez, premier match contre Bosque, il prend direct Skorg, le Yeti. Ah oui, c'est sympa, hein. C'est sympa d'avoir directement une star, forcément, en plus de ses ogres dans l'équipe. Ça lui fait une valeur d'équipe à 700 000, 715 000. Il s'est dit, chouette, je vais avoir ma star tout le long de la saison. Sauf que le hasard étant si bien fait, le prochain match, c'est contre Yeti. Yeti, je rappelle, sans Raogre, sans Blitzer, Skaven, et sans 2 Skaven 3/4. Yeti qui a du coup une team value à 650 000 points. Donc Poire abricot, ça va lui faire drôle quand il va se dire ah bah tiens, en fait j'aurais pas d'inducement au match suivant, ce sera même mon adversaire qui aura de l'inducement. Alors pas énorme en plus, 65 000 d'inducement seulement. On se demande en quel état va finir l'équipe de Yeti sur la J2. Si en J1, Poire abricot a fait 8 sorties sur des morts vivants, combien de sorties il fera sur les gnoblards, les snotlings non, c'est pas des gnoblards d'ailleurs, c'est des snotlings, ouais, et des gobelins de Yeti. Regardez bien, son équipe à Yeti, il reste un lanceur Skaven, le coureur d'égout de force, et un 3/4 Skaven. Et le reste, c'est du minus. Face à 5 ogres.
franchement, c'est un match à voir. C'est un match, si vous voulez vous marrer sur un match en J2, c'est ce match-là qu'il faut regarder, honnêtement. Bon, les paris sont pris. Moi, je dis, allez, une dizaine de sorties, hein, à peu près une dizaine de sorties, toute l'équipe qui va se faire dégager. Moi, comme ça, au pif, je le sens bien, ça. Je le sens bien. Même s'il y a de l'esquive de partout, là, quasiment de l'esquive de partout chez Yeti. Voilà, ça, à mon avis, il va passer un sale quart d'heure. Hein. Enfin bref, voilà pour les news. Passons maintenant aux stats, parce que quand même, faut regarder sur quel rythme a commencé cette nouvelle saison. Et ça va peut-être nous donner déjà quelques idées sur comment va se dérouler la saison, quel sera le style de jeu, les tactiques employées, la philosophie de jeu globale de la saison. Rappelez-vous que la saison dernière, c'était une saison avec pas mal de passes quand même. Et vu qu'il y avait pas mal de minus, il y avait beaucoup de sorties, beaucoup de joueurs blessés. On était sur du high level au niveau sortie, avec au niveau de touchdown marqués, on était dans une moyenne classique pour une saison de la Lutèce. Cette année, on va voir en tout cas sur la J1, est-ce que la tendance se vérifie ou est-ce qu'on part sur une toute nouvelle tendance ? Bon, parlons stats quand même. Alors rapidement, parce que c'est que la J1, donc il n'y a pas encore énormément de choses à comparer, mais on peut déjà comparer par rapport à la saison dernière, comme je disais. Alors là, sur la journée, on est à 1,1 touchdown de marqué par équipe en moyenne. C'est clairement moins que la saison dernière, où on était à 1,19, presque 1,2 touchdown de marqué en moyenne par équipe. Et par journée, évidemment. Là au total, on marque un touchdown de moins que sur la J1 de l'année dernière, alors que l'année dernière, on avait 2 matchs en moins. Donc déjà on marque moins de touchdowns. Ça, c'est quelque chose à retenir. Forcément, avec plus d'équipes lourdes, ça marque moins, tout simplement. Alors, les meilleurs marqueurs, forcément, ça a été les Scaven. C'est étonnant, tiens, c'est étonnant. Qu'est-ce que je disais sur les Scaven en pré-saison ? Là, avec 2,33 touchdowns en moyenne de marqués par équipe, voilà, ils prennent tout de suite les devants, ils prennent tout de suite le lead, et je pense qu'ils ne vont pas le lâcher de sitôt. De l'autre côté, la meilleure défense revient aux Orques. Là aussi, c'est pas très étonnant. 0,33 touchdowns d'encaissés seulement. Sur les 6 équipes, il n'y a eu que 2 touchdowns d'encaissés. Donc bravo aux Orques. Franchement, là, ils me surprennent. Mais bon, on sait que c'est un roster solide en début de saison. Alors au niveau passe, c'était prévu, il y aurait moins de passes de toute manière par rapport à la saison dernière, mais là clairement ça va pas être une saison aérienne en termes de style de jeu. On a 0,45 passes par équipe en moyenne de réaliser sur cette première journée. On est très inférieur à la pire journée de l'année dernière, c'était la J5 avec 0,48 passes par équipe, c'était vraiment la pire journée. Là on démarre encore en dessous, donc vraiment, on est clairement très loin de la moyenne générale de l'année dernière qui était à 0,6 passes par équipe par journée. Là, on est à 0,45 et je pense pas que cette tendance ira en augmentant. Donc, ce ne sera pas une saison aérienne, c'est évident. Alors, c'est le roster humain qui s'en sort le mieux. Les humains ont fait plus de passes que les autres. 1,66 passes en moyenne par match. Mais on est très loin des statistiques de l'année dernière où, en début de saison, les OELF, les ELF, l'Union Elfique se faisaient des passes entre le lanceur et le receveur pour faire pexer le lanceur le plus rapidement possible. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et je pense que ce ne sera pas du tout le cas cette saison. Donc, pour une fois, peut-être qu'on n'aura pas des lanceurs superstars du championnat. Bon, on a eu Mer Access l'année dernière, mais c'était l'exception. Par ailleurs, vous pouvez demander à ceux qui ont joué les playoffs, c'était bien les lanceurs, les quarterbacks qui étaient les stars de la saison. Là, à mon avis, ce ne sera pas le cas du tout cette saison. Alors, en termes de sorties, ça n'a pas été extraordinaire non plus. 1,68 sorties OD en moyenne par équipe. C'est pas énorme. On était l'année dernière à la même époque à 1,98 sorties par équipe et par match. Alors certes, il y avait 6 équipes de minus l'année dernière, ce qui explique peut-être
une meilleure moyenne. Là, on n'a que 2 équipes minus, mais il y avait aussi moins d'équipes agiles, une proportion moindre d'équipes agiles peu armurées. Là, on en a beaucoup plus, donc on s'est dit que ça pouvait compenser avec les équipes minus. Et honnêtement, les équipes lourdes, elles sont plus nombreuses aussi, elles auraient dû faire mieux que cette moyenne de 1,68. On réalise au total 101 sorties OD. C'est moins que les 111 de l'année dernière à la même époque, à la J1, alors même qu'on avait 4 équipes de moins. On fait 10 sorties en moins OD sur cette J1, alors qu'on a 4 équipes de plus. Donc vous voyez que ça a démarré pas vraiment sur les chapeaux de roue. Alors, les cogneurs en ce début de saison, on s'était dit, oh, allez, ça va être les orques, ça va être les unis représentés lourds, bagarreurs. Que nenni, pas du tout. Les meilleurs sorteurs, c'est les minus, grâce à la stat incroyable de Poire Abricot, avec ses 8 sorties sur les morts-vivants de Bosque. On a une moyenne de 4 sorties par match, par les minus, parce que pour le coup, Courchevel, il n'en a fait aucune avec ses gobelins. C'est dommage. Donc, j'aurais pensé qu'il aurait pu faire au moins une. Il ne l'a pas fait. Donc, mais bon, grâce à Poire Abricot, les minus prennent le lead sur les équipes bagarreuses, en tout cas celles qui sortent le mieux, les bachelords, quoi. Donc pas mal les minus en fait, hein. Alors sur les sorties subies, forcément avec moins d'équipes minus, la stat baisse aussi. On a 1,95 sorties subies par match par équipe. Sorties subies, c'est tout type de sorties. Encore une fois, je répète, c'est pas que les sorties OD, c'est les esquives ratées, les GFI ratés, c'est aussi les agressions, les sorties publiques, etc., etc., etc. Mais on est très loin de la moyenne de 2,26 sorties subies en J1 de l'année dernière. En fait, les coachs se sont moins sortis de joueurs tout seuls en plus, hein. Il y avait certainement beaucoup moins de GFI ratés, moins d'esquives ratées. Et voilà, donc la stat, elle n'est pas extraordinaire non plus là-dessus. Alors, le roster le plus fragile, forcément, c'est encore les minus, hein, et vraiment, ils prennent le lead au niveau des stats. Ils ont pris quand même cher dans la tranche, 5,5 sorties subies en moyenne par équipe minus sur ce début de saison. Forcément, là, sur le coup, à mon avis, ils vont garder le lead sur cette statistique-là sur tout le long de la saison. Car en réalité, je parlais des sorties subies, en termes d'agression, on est à peu près au même niveau. On a fait 11 agressions au total sur cette J1, alors qu'on en avait fait 10 sur la J1 de la saison dernière. L'ouverture du championnat commence sur le même rythme, un petit rythme, on va dire. Ça va s'accentuer forcément. Plus on aura de joueurs surnois, plus on aura de joueurs déloyaux, plus ça va agresser forcément. Donc, je ne m'inquiète pas pour cette stat-là. Le meilleur roster, là pour le coup, ce ne sont pas les minus qui n'ont pas vraiment agressé, c'est les unis représentés agiles, Elfe Pro et Bas-Fond, donc notamment grâce au Bas-Fond, et qui, avec une moyenne de 1 agression par match, prennent le lead en termes d'agression, même si la meilleure équipe sur les agressions, c'est pas les Bas-Fonds, c'est pas les Elfes Pro, ça aurait pu, et bravo à lui, c'est les Amazones d'Immuserg. Immuserg nous sort quand même 3 agressions réussies avec ses Amazones. Donc super performance de sa part, bravo. On va voir si maintiendra le cap. Alors c'était sur les malheureux Elfes Pro de Pixman. Pixman, je lui ai dit qu'il allait souffrir et ouais, c'était compliqué, même s'il a réussi à avoir un match nul sur ce match-là, mais il s'est quand même pris 3 agressions par Immuserg. Donc bravo au petit nouveau, faut le souligner. Pas mal, chapeau bas. Et du coup, en termes de violence pure entière, le fameux facteur de violence lutétien, il est plus bas que en ouverture du championnat de la saison dernière. On est à 1,93 points en termes de facteur de violence contre 2,21 points sur la J1 l'année dernière. Alors pour les nouveaux, le facteur de violence, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est vous prenez les sorties que vous réalisez au dé, vous y ajoutez les sorties que vous faites sur agression, vous y ajoutez les sorties que vous faites sur les sorties publiques, et on voit quelle est l'équipe la plus violente, toutes statistiques confondues, de la Lutèce.
Eh bien là, normalement, on a toujours à la Lutèce une moyenne qui tourne autour des 2 points, voire dépasse allègrement les 2 points par match. Là, on est à 1,93, donc c'est vraiment une petite moyenne pour le début de saison. Alors, une nouvelle fois, en termes de violence, de facteur violence, le roster qui s'en sort le mieux, c'est celui des Minus pris dans leur ensemble, avec donc un facteur de violence, je répète, de 4, ce qui correspond aux 8 sorties réalisées par Poire-Bricot, dans la mesure où Courchevel n'a pas fait de sortie du tout et n'a pas agressé du tout. Donc là, je suis très attristé que les Gobelins n'ont pas réussi à agresser, ne serait-ce qu'une seule fois en début de saison. Je pensais qu'il allait au moins jouer le crampon d'or. A priori, sauf à ce qu'il se relance, mais a priori, c'est pas le cas. Donc, il n'a même pas réussi en plus, il jouait contre SSB, il n'a même pas réussi à agresser une seule grenouille. Il a trop respecté le champion, il a trop respecté, et du coup il peut se mordre les doigts maintenant. Alors en termes de public, là les Lutétiens, ça y est, ils ont compris vraiment comment marchait la stat et comment marchait l'évolution des rosters en championnat sur l'édition 2020 des règles du Blood Bowl. Et forcément, il y a plus de spectateurs parce que tout simplement les coachs ont plus investi dans le facteur, le fan factor, le fameux fan factor. J'étais un des premiers cette année à le faire également, de manière le pack du chaos ou les renégats du chaos. Vous allez voir qu'ils ont investi pleinement en fan factor parce qu'ils ont besoin de pépettes. Et là, on a une belle moyenne de 4383 spectateurs par équipe qui sont venus voir leur équipe préférée, contre 4196 en moyenne par match et par équipe la saison dernière. Donc, encore une fois, ceci est dû au fait qu'il y a eu plus d'investissement dans le fan factor en début de saison. Et comme je le disais tout à l'heure à l'instant, le meilleur public pour l'instant est celui des Renégats du Chaos, qui ont vraiment, pour le coup, les 3 équipes investi pleinement dans le fan factor, avec 6333 supporters par équipe qui sont venus donc supporter leurs équipes. Les Renégats sont loin devant pour l'instant par rapport aux autres rosters. Alors au niveau des gains, comme je le disais, comme il y a moins de touchdowns, les gains, alors qu'il y a plus de public, les gains s'équilibrent par rapport à la saison dernière. C'est à peu près équivalent. On vient de faire 54 666 pièces d'or par équipe d'engrangés contre 54 285 pièces d'or par équipe l'année dernière. Donc on est à 400 pièces d'or en moyenne près. Donc vous voyez, c'est kiff-kiff en réalité. Ça vous permet de voir si en début de saison vous êtes au-delà ou en dessous de cette statistique moyenne, et est-ce que vous allez gagner plein de sous ou pas sur la saison à venir. Étant précisé que le roster le plus riche, forcément c'est celui qui a marqué pas mal de touchdowns, c'est bien évidemment les Scaven, avec une excellente moyenne de 69 166 pièces d'or d'engranger sur le début de saison. C'est juste énorme. Ça leur permet de voir allègrement l'avenir. Avec une moyenne pareille, un joueur blessé, même un lanceur blessé, même presque un coureur d'égout qu'il faut mettre à la poubelle, ils ont les moyens de se le racheter. Donc non, les Scaven, encore une fois, ils prennent le lead sur pas mal de stats, et on verra là, tout de suite après ce que j'en pense de ce roster-là. Enfin, l'expérience, en termes d'expérience, c'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. On commence la saison avec une petite moyenne de 11,13 XP en moyenne d'engranger par équipe sur la J1. C'est seulement 0,4 XP de plus que la pire journée de la saison dernière, qui était la J6. Vous savez, c'est le milieu de saison, c'est là où on commence à entrer dans le dur. On avait fait 10,7 XP en moyenne par équipe à la J6. Normalement, la J1, c'est là où on fait pas mal d'XP parce qu'il n'y a pas encore d'équipe très résistante, ou en tout cas où les passeurs font pas mal de passes pour pexer rapidement. Donc normalement, le début de saison, on pexe pas mal. Là, c'est pas le cas du tout. Par exemple, pour comparer, l'année dernière, la J1, on avait fait 12,34 XP en moyenne par équipe. Là, on est à 11,13. Vous voyez le gap immense entre les deux journées. On est à plus de
1 XP en moyenne par équipe de différence. Le petit XP, vous savez, la petite passe du lanceur qu'on fait toujours à la fin, bah, cette fois-ci, on ne l'a pas faite et les équipes ne l'ont pas faite. Mais j'espère que le coach s'en souvenir pour les journées à venir parce que là, ça ne s'annonce pas fameux. Alors, encore une fois, en termes d'expérience, le roster, bah, le meilleur roster, c'est les Skaven. Hein, forcément, beaucoup d'XP parce que beaucoup de touchdowns. 14,33 XP en moyenne par équipe, sachant que la moyenne générale est de 11,13. Donc vous voyez, les Skaven, ils sont à plus de 3 XP de plus que la moyenne générale. À l'inverse, les moins bons, c'est les unis représentés agiles, à savoir les bas-fonds et l'union elfique, qui font 7 XP en moyenne par équipe seulement. Donc saison compliquée pour eux qui s'annonce, alors que les Skaven, bah, eux, ils sont vol, ils sont sur une autre planète en termes de statistiques. Donc, bah, globalement, qu'est-ce que ça annonce ? Comme je disais en intro, bah, ça permet de visualiser la philosophie générale de jeu. Hein. Et sauf l'extraordinaire, bah, on va avoir pas mal de matchs âpres, de matchs fermés, de matchs où ça va castagner au milieu de terrain et avec peu d'XP réalisés. En termes d'attaque, ça va être plutôt des attaques de transition, des attaques rapides pour les équipes agiles, des attaques rapides et pas mal de contres. Je sens pas mal. D'ailleurs, ce serait une stat intéressante à avoir à la Lutèce, c'est de savoir combien de touchdowns ont été marqués en contre. Je suis sûr que ne serait-ce que sur cette J1, on devrait être à une statistique bien supérieure à une moyenne générale de l'année dernière. À mon avis, ne serait-ce que sur cette J1, on a marqué beaucoup plus de touchdowns en contre que la saison dernière. Donc je vois bien une philosophie de jeu, en tout cas une stratégie de jeu globale assez fermée, avec pas mal de contres et un jeu rapide de transition par les équipes agiles qui vont surtout essayer à bien défendre, à pas trop coller les lourds, et puis essayer de les contrer et marquer très vite des touchdowns. Alors que l'année dernière, c'était beaucoup un jeu de possession, un jeu de beaucoup de cages qui avance doucement mais fermement. Ce sera le cas aussi, forcément, les cages. Mais je pense que voilà, ça va quand même pas mal cogner au milieu de terrain. Et il n'y aura pas énormément de sorties réalisées. Bah, forcément, avec plein d'équipes lourdes, ça sera compliqué à les faire sortir. Alors maintenant, voyons voir la forme des rosters. Qui sont les rosters qui nous ont surpris, qui sont les rosters qui ont performé comme on le pensait, et quels sont ceux qui se sont effondrés. Bah, 2 rosters à mettre en avant, forcément je disais les Skaven, hein, on l'avait annoncé dès le départ, bah voilà, ils confirment ce qu'on pensait d'eux. 5 victoires et un match nul, 2,66 points en moyenne d'engrangés par équipe. Meilleur marqueur, je le répète, avec 2,33 touchdowns de marqués en moyenne. Et le roster le plus expérimenté, 14,33 XP en moyenne par équipe. Et le roster le plus riche avec 69 166 pièces d'or d'engrangés aussi par équipe. J'avais prévenu que les Skaven allaient prendre le lead tout de suite, ils allaient casser la baraque. Et ben la J1 le confirme, tout simplement. Que voulez-vous, c'est un super roster. Très performant la Lutèce, et en plus joué par des coachs vétérans, des super coachs, que des super coachs cette saison. Bah, il n'y a rien d'exceptionnel en réalité, rien d'exceptionnel dans tout ça. On le savait très bien que ça allait être le cas, même si attention quand même à ne pas se reposer sur leur laurier. Je sais que déjà que pour certains coachs Skaven, c'était quand même plus compliqué la J2. R&D et Lady n'ont su faire qu'un match nul contre Magus. Bon, c'est déjà pas mal, mais qu'un petit match nul contre Magus et les nains du chaos de Magus. Et Bozo, je sais qu'il a pris sévère contre le petit nouveau Script Team Kiss qui peut étonner plus d'un. Attention aux morts vivants de Script Team, parce que a priori, même s'il est nouveau à la Lutèce, il joue pas mal sur Blood Bowl, jeu en ligne. Donc attention à lui. Il va surprendre plus d'un. Et je sais déjà que le Raogre de Bozo, il a bien souffert. Hein. On le reverra pas en J3, ce Raogre. Donc là, les Skaven, faut pas qu'ils se reposent non plus sur leur laurier de la J. Hein.
L'autre roster à mettre en avant, et là je suis très agréablement étonné par la performance, c'est les Orques. Je pensais qu'ils allaient plus galérer que ça en début de saison. Là, je dois souligner leur merveilleux début de saison, surtout qu'il y a pas mal de coachs débutants qui ont pris Orques et ils s'en sont merveilleusement sortis. J'avais cassé un peu du sucre sur le dos des Orques et sur la composition des équipes, je l'avoue. Là, ils m'ont surpris. On va voir s'ils maintiennent le cap dans les journées à venir. Mais là, c'était solide, rien à dire. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, bravo. Plus de 2 points en moyenne d'engranger, 2,16 points d'engranger en moyenne. Et surtout, une défense plus que parfaite, avec seulement 2 touchdowns encaissés en 6 matchs, soit une moyenne de 0,33 touchdowns encaissés par match seulement. Rien à dire, bravo, bravo. Alors, je ne vais pas m'excuser de ce que j'ai dit sur les Orques, parce que j'attends de voir. Mais c'est vrai que cette première journée a été chapeau, excellente de la part des Orques. Après, on a quand même 3 rosters pour qui c'était compliqué. Alors, les Minus, forcément, avec 2 défaites en 2 matchs, on va dire qu'ils commencent mal. Sauf que cette mauvaise performance avec 0 points d'encaissé est à relativiser, car les Minus, je le répète, sont quand même le roster le plus violent en ce début de championnat, avec une énorme moyenne de 4 en termes de facteurs de destruction. 4 points en termes de facteurs de destruction, c'est parfait. Encore une fois, c'est Poire Abricot qui a tout fait, mais il l'a superbement fait. Donc bravo aux Minus, et donc on va pas leur casser du sucre sur le dos parce qu'on sait que ça va être compliqué en termes de points, mais en tout cas en termes de baston, ils sont là. Par contre, il y a 2 rosters pour qui c'était dur. Les premiers, c'est les humains. Je l'annonçais dès la pré-saison. Bref, le roster humain, c'est quand même compliqué à jouer à la Lutèce. Et en plus, ça a été drafté par 3 coachs rookies. Voilà, c'est mi-figue, mi-raisin la performance des humains, parce que à chaque fois, ils ont perdu sur un petit score de 1-2. Mais en réalité, si on regarde les stats, ils se sont vaillamment battus. Ils ont quand même engrangé pas mal d'XP. Ils ont fait quelques sorties, des passes, ils ont fait des agressions. Donc, honnêtement, ils se sont vaillamment battus, les humains, mais à chaque fois, ils ont perdu. Ils ont quand même une belle moyenne de 12,66 XP par match. Donc, plus de 1 point, 1,5 points en moyenne de plus que la moyenne générale. Donc, on se dit que les humains ont quand même, ils se sont encore une fois vaillamment battus et ils ont chèrement vendu leur porte sur le terrain. Et puis cette belle moyenne, ça leur permet de bien voir l'avenir pour les coachs humains. On sait que les humains, ça doit faire pas mal de pecs, surtout sur les blitzers, pour les faire très vite progresser. Et là, ils ont l'avenir devant eux, les rookies de la Lutèce. Donc on espère que ça va être un peu meilleur pour eux que ce début de saison, mais là, pour l'instant, c'est une bulle. Même si à chaque fois, c'est 1-2, donc ils ont marqué un touchdown, ils en ont pris 2, mais pour l'instant, c'est une bulle. 0 point de marqué. Enfin, les Amazones qui ont été sauvés vraiment de la débâcle par le match pas du tout truqué entre le propre et le mercenaire Magus. Je plaisante, Magus, je plaisante. Attention, la brigade premier degré, ça va. C'est bon, je présente. Donc, t'inquiète pas, c'est l'humour. Donc, il n'empêche, moi, j'avais espéré un bien meilleur début de saison des Amazones. J'ai peut-être mésestimé la perte des 4 blodgeuses. On n'a plus que des blitzeuses avec esquive. On n'a plus esquive et blocage sur les 4 blitzeuses Amazon. J'ai peut-être mésestimé cette perte des 4 blodgeuses en début de saison pour les Amazones. Mais là, on n'a qu'une seule victoire, 1 nul et 3 grosses défaites, grosses branlées par les Amazones. C'est vraiment mauvais, avec vraiment très peu d'XP marqués, très peu de points de marqués, très peu d'Amazon qui progressent. Donc c'est vraiment un début de saison totalement raté. Donc il faut qu'elle se relance, il faut que les coachs Amazon se relancent, parce que pour moi, ça reste encore une fois un roster très optimisé à la Lutèce. On verra si j'ai raison ou pas en fin de saison, sachant qu'on a très peu d'expérience en ligue sur ce roster-là. On sait qu'en tournoi, c'est un super roster. On verra à la Lutèce, est-ce que ce nouveau roster performe plus ou moins que le roster, que l'ancien roster Amazon. Voilà pour les stats générales, et je termine juste par rapidement, parce que je sais pas, déjà plus d'une demi-heure de vidéo, par le prix du meilleur chasseur. Je garde le meilleur pour la fin.
Là aussi, la compétition démarre en douceur. On a 10 chasseurs, 10 chasseurs qui sont venus rejoindre la compétition pour cette première journée avec un total de 550 000 points de joueurs chassés. C'est faible, honnêtement c'est faible. L'année dernière en J1, sachant qu'il y avait 4 équipes de moins, on était à 955 000 points de joueurs chassés, éliminés. Alors, ok, c'était un résultat plus qu'énorme, mais on est à plus du double, ou 2 fois moins que l'année dernière. Tout de même, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc, il va falloir que, les gars, on se retrousse les manches et on y va. Là, on rentre dans l'art, donc va falloir sortir plus de joueurs, tout simplement, ou blesser gravement plus de joueurs. Alors, forcément, ce faible nombre s'explique par 2 facteurs essentiels. D'abord, plus grand nombre d'équipes solides, lourdes, costauds, bagarreuses. Donc forcément, les armures craquent moins et donc forcément moins de blessés, évidemment. Première chose. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y a pas mal de coachs qui ont eu des joueurs blessés, même lourdement blessés, mais qui n'ont pas encore décidé de les mettre à la retraite. Donc on verra s'ils vont le faire ou pas, mais c'est tendu. Par exemple, je pense là au petit coureur d'égout de Nabolo, coureur d'égout qui a déjà 6 XP, alors il n'est pas encore compé, Nabolo n'a pas encore décidé de le faire compé, donc on verra s'il le fait compé ou pas. En tout cas, qui a perdu -1 en armure, donc c'est tendu pour Nabolo. Est-ce qu'il va le faire compé et le garder avec -1 en armure, ou est-ce qu'il va tout de suite le mettre à la retraite? On verra. On peut dire la même chose du petit 3/4 Slan, petit 3/4 grenouille d'Olivier Dulac qui a perdu 1 point de force. Normalement, c'est un joueur qui part tout de suite à la retraite. On verra si Olivier Dulac le garde ou pas, sachant qu'il n'a pas du tout compé. Ce joueur n'a pas du tout compé. Donc voilà, ça ferait 60 000 points de plus sur le début de saison pour le prix du meilleur chasseur. C'est intéressant de voir si plus tard ces joueurs-là partiront finalement à la retraite ou pas. En tout cas, voilà, petit score de 550 000 points en ce début de saison. Alors, le coach à mettre en avant, c'est évidemment Aplo qui prend le lead avec ce beau blitzer orc de Galadjin d'éliminer, 80 000 points direct pour Aplo. C'est un petit score en réalité parce qu'on se rappelle l'année dernière en J1 on avait déjà des blitzers elfes noirs tués, 2 blitzers elfes noirs tués donc à 100 000 points donc voilà, on démarre doucement mais sûrement, et j'espère tout simplement que la compétition démarrera vraiment à partir de la J2. Voilà. On en termine là, ça fait déjà une vidéo, je pensais faire plus court et finalement il y avait déjà énormément de choses à dire sur cette J1. Forcément au démarrage de la saison il y a plein de choses à dire. Quoi qu'il en soit, la J2 est déjà lancée, elle est déjà partie, il y a déjà quelques matchs qui se sont joués. Étant précisé que la grosse soirée, le gros multiplex, c'est le jeudi 5 octobre à la revanche. Il y a déjà plus de 12 matchs de programmés. Je serai là avec ma petite caméra pour enregistrer tout ça. Même si je ne jouerai pas, je serai là pour tout enregistrer. Donc j'espère vous voir nombreux. On va enquiller des bières et parler de Blood Bowl. Donc soyez tous là, les Télésiens. En tout cas, tous ceux qui peuvent venir, évidemment, c'est pas une obligation. Je vous dis à ciao, à bientôt. Et j'espère vous voir jeudi prochain à la revanche tous. Ciao et bonne saison à tout le monde. Allez, à plus.